Alors, on a déjà défloré le sujet sur les aspects bénéfiques potentiellement sur le ventricule droit et sur la fonction, l'examen clinique, etc. Donc, en fait, on n'aurait pas toute cette discussion sur l'hétérogénéité des indications si on n'avait pas toutes les problématiques liées spécifiquement à la valve et aux complications potentielles à court et à moyen terme que l'on va voir. Donc je vais essayer de me focaliser sur les résultats techniques. Et comme il y a eu une très grande évolution sur les dernières années, je vais essayer de vous donner un panel de où on en est en termes de résultats sur ces revalvations, avec beaucoup bien entendu de percutané et un peu de chirurgical. Donc tout d'abord le rationnel, ça vous le connaissez, on en a beaucoup parlé, on ne va pas s'affranchir là-dessus, mais il y a quand même un gros rationnel pour faire cette revalvulation et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup discuté du bénéfice attendu et c'est intéressant de voir avec les images d'Archid effectivement et ces études qu'il y a sur l'URM quête des flots maintenant de comprendre que ça s'associe aussi dans tout ce qui est les vortex, la physiologie, la rhéologie du flux et l'impact que peut avoir une fuite pulmonaire associée à une tétragéphalo qui ne va pas avoir les mêmes conséquences sur l'inflow et sur les flux de remplissage du VD par rapport à un VD simplement dilaté d'autres raisons de cardiomyopathie ou par rapport au contrôle. Donc il y a une complexité physiologique et on comprend potentiellement l'intérêt dans ces cas-là d'une valvulation. Une valvulation qui trouve ses débuts dès 1960 avec Lilley qui a commencé à valver très tôt, homogreffe déjà. Et puis donc on voit sur une cohorte récente qui montre qu'effectivement on a de plus en plus de revalvulation pulmonaire. Ça a démarré au début des années 2000, mais d'emblée, vous alertez aussi, et c'est le but de cette diapositive, sur le nombre croissant de revalvulation pulmonaire. Donc on est déjà maintenant sur les REDO PVR, et puis je pense que bientôt ici on va commencer à voir apparaître les troisièmes valves pulmonaires. Donc on sera dans les valves in-valve, ou alors des remplacements chirurgicaux pour enlever tout ça et remettre du matériel. Donc voilà, c'est ça cette problématique qu'il va falloir essayer d'aborder aujourd'hui, avec une histoire qui est en marche, et c'est aussi complexe pour interpréter les résultats parce qu'on a vraiment des dispositifs qui évoluent. On n'est plus, et on doit encore rendre hommage à l'équipe de Necker, Younes et Philippe Bonhoeffer pour le développement de la valve Mélodie qui nous a permis de parler de valve percutanée, même si sa taille faisait qu'elle est assez peu utilisée en position dans les voies natives larges de tétralogie de Fallot, et qu'il y a tous les autres dispositifs qui sont en train d'arriver avec une dynamique extrêmement intéressante. On a désormais depuis la semaine dernière la valve Vénus auto-expansible qui est désormais remboursée et accessible en France après 2 ans d'attente et qui nous permet d'aller chercher sur des anatomies de plus en plus complexes et de prendre en charge percutané. Effectivement, on pourra parler de la morphologie. Nous, on ne va pas pouvoir enlever l'anévrisme, on ne va pas pouvoir traiter toutes ces anomalies associées, mais on pourra éventuellement quand même pouvoir poser un substitut valvulaire dans des situations anatomiques plus complexes. 2 types de valves, donc, maintenant en percutané, les valves sur ballon, comme les valves Sapiens ou les valves Mélodie, et les valves auto-expansibles, donc en nitinol, et qu'on libère et qui viennent se déployer et prendre leur place un peu plus naturellement, et qui sont quand même plus encombrantes parce qu'il faut qu'elles puissent s'accrocher au-dessus et en dessous de la zone cible et ne pas glisser dans le ventricule droit. Donc sur les ballons expandable, on a quand même des techniques qui sont beaucoup plus matures. On sait désormais qu'il faut utiliser par exemple une gaine, comme ici, pour protéger la tricuspide. On en a parlé tout à l'heure, on a dit que c'était bien la valvulation pulmonaire, ça permet de diminuer les fuites pulmonaires, les fuites tricuspides fonctionnelles, même si elles sont relativement importantes. Mais par contre, on a eu au début, lorsqu'on commençait à mettre des valves sans forcément protéger le passage au niveau de la valve tricuspide, il y a eu des lésions de la valve tricuspide qui ont été décrites et des fuites tricuspides importantes sur rupture de cordage ou lésions qui ont été décrites. Donc on a modifié nos techniques pour pouvoir utiliser désormais des gaines qui protègent quand on va amener la valve. On essaye de plus prestenter aussi et on peut aller chercher du coup des anatomies plus complexes. Alors ça va pas plaire à Monsieur Sidi, mais on a laissé ici dans ce cas-là un peu l'anévrisme et l'espace mort aussi en percutané sur cette situation. Ça nous permet aussi, dans les cas extrêmes, on a essayé d'aborder un peu la situation du jeune enfant. Probablement qu'il ne faut pas valver et essayer de retarder au moins peut-être à jeune adulte les premières indications de valvulation. Néanmoins, il y a des cas particuliers. C'était un tétralogie Fallot avec atrésie pulmonaire, une raréfaction du champ vasculaire, une hypertension pulmonaire et une insuffisance cardiaque importante chez cet enfant de 8 ans, récusé pour la transplante, pour la chirurgie. Il était même discuté une transplante et on a pu le valver en percutané avec les valves importantes. Donc on a une technologie qui évolue qui permet d'aller chercher des situations de plus en plus difficiles.
sur le plan technique avec les valves sur ballon. Et cette nouvelle valve qui est la valve Merrill, qui est une valve indienne, qui est une copie de la valve Sapien, mais qui permet aussi d'aller chercher encore plus large sur des anatomies complexes de tétralogie de Fallot. Il a une anatomie qui était mesurée à 35 mm, alors que les valves Sapien étaient limitées à 29. Un cas d'Ali. Et dans des situations encore plus particulières, ça va encore moins plaire à Monsieur Sidi, cette situation, mais exceptionnelle, sur un patient qui était récusé non accessible, mais en fait, 2 valves qui ont été mises, une de chaque côté dans chaque artère pulmonaire, parce que finalement, il y avait un aspect très conique, avec très très large à la partie basale, et donc non accessible à une revalvulation classique en position habituelle, et donc on peut aller chercher dans des situations encore plus inhabituelles, même si on peut, encore une fois, c'était un patient qui était récusé pour la chirurgie. Donc on a sur ces valves expandable, ballon expandable, expansibles par le ballonnet, des résultats maintenant qui sont robustes, avec des résultats en termes de faisabilité qui sont excellents. On sait sélectionner les cas où ça va être faisable et pas faisable. On a globalement des résultats aigus qui sont bons. Sur des grosses cohortes, hein, l'étude Impact, c'est 4000 malades, 4000 procédures. Sur les Sapiens 3, on a plus récemment pu publier l'expérience européenne, 840 patients, dont la moitié de Fallot, de voie native. Donc des procédures de succès qui sont bons, mais ça reste des procédures à risque. Et c'est ça que je voudrais aussi détailler un petit peu pour qu'on soit bien conscient, quand on part sur une procédure de valvulation, que c'est une des procédures probablement, quoi qu'on en dise, même si elle est bien maîtrisée techniquement, une des plus challenging sur le plan technique et sur le plan du risque de complications, avec des taux de complications sur 4500 malades qui sont à 2,4%. Rarement, fort heureusement, des décès dans le KT, mais on n'a pas les décès au premier mois dans cette étude. Et ces complications sont liées à quoi? Sont liées soit à des effractions de conduit, comme on peut avoir ici, avec un gros faux anévrisme qui s'est formé. Il a fallu couvrir avec une endoprothèse et pouvoir remettre une valve. Soit, quand on s'attaque à des voies natives complexes, larges, on peut avoir une valve qui ne tient pas, donc embolisation de valve. Ça fait partie des complications les plus fréquentes et qui explique, si on revient sur la diapo précédente, pourquoi avec les valves Sapiens, il y a plus de recours à la chirurgie ou de complications et d'embolisation, parce que c'est une valve qui peut être un peu plus difficile à positionner sur des voies natives larges. Et ça, heureusement, c'est un risque qu'on sait éventuellement prévenir. Maintenant, c'est une vieille image de 2012, mais cette compression coronaire que l'on craint et que l'on anticipe avec l'évaluation par imagerie pré-procédurale et puis par un test de compression coronaire au ballon avant d'aller positionner les stents. Mais ce risque de compression coronaire reviendra dans la discussion lorsque cette valve qui a été positionnée va dégénérer et qu'on aura besoin de remettre une nouvelle valve à l'intérieur. Là, on aura déjà du matériel en place, on va vouloir repositionner une valve à l'intérieur, on risque de repousser encore, et là, on sera encore plus en difficulté pour essayer de prédire le risque de compression coronaire. Donc, la valvulation pulmonaire percutanée dans ces cas-là ne sera pas forcément définitive, puisqu'il y aura peut-être besoin un jour encore de nouveau d'y retourner pour un remplacement valvulaire chirurgical. Donc ça, c'est les données sur les complications aiguës. Malheureusement, cette cohorte, elle a juste donné les résultats de procédure, elle n'a pas de suivi à moyen terme, donc sur ces 4000 malades, mais ça viendra. L'autre élément qui était assez intéressant, c'est effectivement, on a toujours peur on se dit quand on va aller chercher les petits, c'est là où il y aura le plus de complications. Ça sort un petit peu par rapport, mais pas de façon significative. Par contre, effectivement, les patients les plus fragiles, c'est aussi les patients les plus âgés que l'on va aller valver. Et quand on va aller valver des patients au-delà de 60-65 ans, eh bien, c'est probablement des gens qui ont des tissus plus fragiles. Peut-être aussi, encore une fois, même il y a la fibrose du VD, mais il y a probablement aussi de la fibrose et d'une fragilité de l'artère pulmonaire. Et on a plus d'effractions qui ont été rapportées chez ces patients revalvés très tardivement. Donc ça, c'est finalement un résumé de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en aigu sur cette valvulation. Et on a parlé exclusivement des valves sur ballon. On y reviendra après pour les particularités des valves auto-expansibles. Par contre, on a, grâce à ces valves sur ballon qui sont mises depuis 20 ans, on commence à avoir du recul à moyen terme. On avait les valves Mélodie, mais il y avait assez peu dans les Fallots parce que la valve étant assez large, limitée à 22-24 mm, on avait assez peu de recul sur les fuites pulmonaires. La valve Sapien nous a permis d'aller jusqu'à 29 mm et d'aller chercher dans la moitié des cas chez ces patients des voies natives avec tétralogie de Fallot. Et on voit que globalement, on a des suivis qui sont encore jeunes. Hein. Les valves Sapiens, c'est 2010, donc on a des suivis qu'à 6 ans. Et qu'on a des taux de reprise qui sont relativement acceptables, mais c'est 4% à 6 ans, en prenant en compte le fait que c'est surtout les valves de petit diamètre qui vont être associées à un risque à une durabilité de la valve moindre, surtout les 20 et 23, en sachant que parfois
quand une 20 a été positionnée, c'était plutôt en se disant on va essayer de retarder l'échéance ultérieure d'un nouveau remplacement chirurgical. Et c'était une stratégie où on savait déjà que ça ne durerait pas forcément très très longtemps. Mais en tout cas, il faut toujours se dire qu'il y a deux types de valves. Il y a quand on arrive à les mettre des valves larges, 26-29, on sait qu'on aura une durabilité qui sera beaucoup plus grande que si on va chercher des plus petites valves. Le taux d'endocardite est assez faible avec cette valve Sympien et assez rassurant, même si c'est des profils de patients qui sont différents et que probablement sur ces valves larges, sans gradient résiduel, le risque d'endocardite est moindre. Néanmoins, c'est une problématique qui est extrêmement préoccupante de façon générale sur les valvulations pulmonaires, puisque si on n'a pas de dispositif sur la voie droite qui soit chirurgical, percutané, quel que soit le type, on n'a pas du tout le même risque d'endocardite, et c'est ça qui nous fait craindre et discuter aussi l'indication, à quel moment, pourquoi. Et par exemple, c'est pareil, ça repose sur peu de preuves, mais moi, je suis assez peu enclin à le faire juste avant l'adolescence, où on sait qu'il peut y avoir des problématiques aussi d'hygiène et autres qui peut prédisposer à un risque plus élevé d'endocardite à ce moment-là, et on est plutôt tendance à attendre d'avoir les jeunes adultes, d'avoir passé ce cap pour pouvoir aller proposer une valvulation. Avec des facteurs sur l'endocardite qui sont quand même assez clairement identifiés, les antécédents d'endocardite, les syndromes génétiques d'Igorge avec l'immunodépression souvent associés, les portes d'entrée cutanées et dentaires, des germes parfois à croissance lente, parfois des torpides assez difficiles qui peuvent se manifester juste par un gradient qui est apparu sur la valve pulmonaire de façon un peu brutale. On se dit tiens, c'est bizarre, elle a dégénéré, et en fait on dépiste une endocardite à bas bruit. Donc c'est une problématique extrêmement ennuyeuse et qui limite beaucoup nos dispositifs. On a essayé de regarder de nouveau quand même sur les Sapiens et les Mélodies dans le gros registre qu'on a essayé de coordonner, et en fait les Américains nous disaient non, il n'y a pas de problème, c'est juste c'est pas un problème de valve, mais en fait quand même si, quand on apparie sur les mêmes tailles de valves, les mêmes diamètres, les mêmes profils de patients, on a une différence qui est assez nette entre la veine jugulaire de bœuf et l'autre type de valve. Donc je pense que c'est de la mauvaise foi, même si on n'a pas une étude randomisée comparative qu'on n'aura jamais, c'est quand même actuellement de la mauvaise foi de dire qu'il n'y a pas un surrisque avec une valve, même si c'est acceptable avec les méthodes de prévention potentiellement. Et je pense que même si on dit qu'il n'y a pas de problème, en fait, quand on regarde en pratique ce qui se passe aux États-Unis dans ce gros registre Impact, ils sont déjà effectivement évolués, où on voit qu'il y a la valve Sapiens qui a pris un volume beaucoup plus important par rapport aux valves Mélodie, y compris dans des tailles comparables. C'est-à-dire que les valves Sapiens de 20 et 23 sont plus implantées, alors que c'est des valves où on pourrait mettre des Mélodies à la place. Donc je pense quand même que dans la pratique, ce risque d'endocardite est pris en compte dans le choix du type de substitut valvulaire. Un rapide overview sur les valves auto-expansibles, puisque c'est ça la grosse évolution récente, avec 4 globalement systèmes qui se déploient dans le monde de façon parallèle et de façon dispersée, parce qu'on n'a pas du tout accès aux mêmes valves selon si on est en Europe, en Asie et aux États-Unis. Globalement, en Europe, on a la valve Venus P qui a été développée en Chine et en Angleterre. C'est celle qui est disponible depuis 2 ans parce qu'elle a le marquage CE, c'est la 4e génération de valve, et elle est désormais remboursée en France, alors que les 3 autres systèmes pour l'instant ne sont pas disponibles en France. Sur le même profil, la valve Harmony a été développée aux États-Unis avec une expérience qui est globalement comparable à celle de la Venus P, et elle devrait probablement arriver en Europe dans les prochaines années. La valve Pulsta est une valve coréenne qui est en cours d'évaluation pour un marquage CE qui devrait possiblement arriver, mais on va le voir que dans les diamètres qu'elle apporte, je ne suis pas sûr qu'elle apporte une plus-value par rapport à ce qui existe actuellement. Et Edwards a pris un pari différent, c'est aussi de dire on a une valve Sapiens qui marche bien, qui commence à avoir des bonnes preuves, du recul à moyen terme, gardons cette valve, ne partons pas sur les incertitudes liées à ces nouvelles valves, et mettons juste un stent réducteur de voie large qui va nous permettre d'aller positionner ensuite la valve Sapiens 3 à l'intérieur. Donc globalement, il y a pas mal de tailles pour les Vénus, 2 valves, et ça sera surtout la 25 la plus large pour la Harmony, qui permet d'aller chercher sur des voies très très larges, et le système Altera qui va nous permettre d'aller chercher jusqu'à 38 mm de diamètre de voie droite. Donc quand on sait qu'avec la Mélodie on était limité à 22 mm, 24 quand on arrivait avec des petites techniques à aller plus large, on est quasiment sur presque pas loin du double maintenant, avec ces systèmes qui vont nous permettre d'aller traiter des patients des trajets avec des fuites pulmonaires de plus en plus sur des voies natives de plus en plus larges. Juste un exemple pour capter l'attention et voir ce que ça peut donner, ce système par exemple Altera. Donc on vient positionner le réducteur à l'intérieur, et la valve Sapiens 3 qui est connue, qui a un peu de recul, est positionnée en position classique. Et le résultat anatomique
fonctionnel est bon et le résultat anatomique est tout à fait correct malgré la géométrie tortueuse initiale. Donc, c'est un aspect qui est pas mal. Pour autant, on n'a pas beaucoup de preuves pour l'instant. On n'a que malgré le fait qu'il y ait a priori plus de 600 patients qui aient été traités avec cet implant, on a assez peu de preuves publiées dans la littérature et ça se limite à des études de faisabilité sur des très petits nombres de patients où on nous dit que tout va bien. Mais je pense qu'il faut avoir un peu plus de recul, notamment avec ces picots sur le bas. Qu'est-ce que ça va donner sur le ventricule droit, sur le risque arythmogène quand ils sont mis un peu bas, etc. Donc ça, il y aura des choses à surveiller et il faut être extrêmement vigilant et prudent sur ces nouveaux dispositifs pour le moment. En particulier, effectivement, avec par exemple la valve harmonie. Donc la valve harmonie a cette énorme jupe vers le bas qui permet aussi d'aller chercher des voies natives très larges. Mais cette valve harmonie qui va être dans le ventricule droit peut être potentiellement pourvoyeur d'arythmie. Et donc maintenant, ils essaient plutôt de dire qu'il faut la mettre toujours en supraannulaire. Quand on regarde leur étude de poulet sur environ 80 patients depuis 10 ans aux États-Unis, tout semble plutôt aller bien, ça marche bien, il y a des bons résultats, il n'y a pas de problématiques particulières. Mais en fait, on voit commencer à apparaître parallèlement des rapports. Ah oui, mais alors regardez, cette valve, elle est complètement déformée dans le suivi. Tiens, c'est quoi cet épaississement sur les feuillets qui est apparu avec cette valve qui dysfonctionne? Donc je pense qu'il faudra être prudent et quand même avoir encore du recul pour voir les vrais résultats de ces nouvelles valves qui arrivent. Et donc la valve Vénus prend un petit peu plus de temps puisque c'est celle qui est actuellement disponible en France, donc pour voir quelles sont ses forces et ses faiblesses en termes de résultats actuels. Donc c'est le principe est le suivant, on va déployer d'abord de l'artère pulmonaire, souvent droite d'ailleurs, pour être mieux axé vers le tronc pulmonaire, et on vient positionner cette valve volumineuse qui va chercher jusqu'à 36 mm. Alors elle fait volumineuse en angiographie, franchement elle fait vraiment énorme, mais en fait en échographie, c'est plutôt assez joli et on voit des feuillets qui sont fins et une valve qui a un aspect relativement esthétique sur l'aspect échocardiographique par la suite. Notre expérience propre, il y a 26 patients pour l'instant qui ont été traités. On s'est bien sûr intéressé plutôt aux patients qui étaient non accessibles aux valves sapiennes pour aller chercher des patients jusqu'à 30, 34, 36 mm de diamètre au niveau de la voie pulmonaire, mais des profils de patients qui étaient globalement peut-être un tout petit peu plus âgés et probablement des patients qui avaient un peu plus évolué sur leur VD et sur leur artère pulmonaire, mais globalement des profils similaires à ceux sur lesquels on utilise la Sapien 3 type tétralogie de Fallot dans la grande majorité des cas. Et même avec ces nouvelles valves, on commence aussi maintenant à avoir des études avec un tout petit peu plus de recul et il faudra être extrêmement vigilant. 2 points, par exemple, ça c'est une image envoyée par Guillaume Reverdito. On reprend de façon assez systématique sur des scanners cinétiques comme ça pour bien voir ce que donne la valve et on voit tiens cette valve avec un épaississement aussi. La fonction est bonne, hein, la valve bouge bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de sténose, mais quand même c'est pas l'aspect tout fin que je vous ai montré tout à l'heure à la sortie du cathé et on voit cet épaississement qui apparaît et dont il faudra voir quelles sont les conséquences. C'est un patient de chez nous, mais ça a été décrit aussi par l'équipe de Rome qui est assez attentive, enfin les Italiens qui sont assez attentifs là-dessus et on ne sait pas du tout forcément si c'est de la thrombose in situ et du coup on est assez gêné sur savoir qu'est-ce qu'il faut donner comme traitement anticoagulant ou anti-agrégant chez ces patients. On n'a pas de recommandation formelle. Guity est en train d'essayer de mener une enquête européenne pour essayer de voir les pratiques et justement essayer de s'harmoniser là-dessus parce que nous on donne double anti-agression plaquettaire pendant 3 mois puis de l'aspirine mais on ne sait pas pour combien de temps et ça fait partie aussi des éléments limitants sur qu'est-ce qu'il faut faire après ces procédures. Les risques de thrombose sur les valves pulmonaires de façon générale sont identifiés comme faibles même si on commence à s'y intéresser mais même sur les valves sur ballon dans la cohorte sur les sapiennes qu'on avait publié, on avait quelques cas rapportés de thrombose de valves qui avaient évolué favorablement sous anticoagulants, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut voir sur les valves balloon expandable, pas seulement sur les self-expandable. Et d'autre part, on vient d'avoir la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps, une étude sur le suivi à 5 ans avec les Vénus, une étude chinoise. Et pareil, il faudrait être vigilant parce qu'ils ont 5 endocardites, ils ont un taux d'endocardite de 2% par an finalement. Donc il va falloir être vigilant sur ce matériel. Est-ce que on est comme sur le même profil que la Mélodie avec un risque important ou est-ce que comme une valve très encombrante, beaucoup de matériel, est-ce qu'on expose aussi un risque plus important d'endocardite? Ça fait partie des choses qu'il va falloir surveiller dans les prochaines années.
Et la valve Pusta, je ne vais pas en dire un grand mot, c'est juste que vous ayez vu, elle est plus courte, elle s'accroche moins, donc elle est moins large. Donc en fait, pour nous, elle n'apporte pas grand-chose par rapport à ce qui se fait actuellement. On mettrait tout à fait une Sapienne à la place. Donc elle va peut-être trouver sa place dans des anatomies un peu particulières, puisqu'elle permettrait de ne pas avoir ces gros picots qui débordent de part et d'autre. Donc peut-être que ça sera un avantage pour elle, mais pour l'instant, c'est pas clair du tout ce que ça va nous apporter par rapport à des valves qu'on maîtrise mieux et sur lesquelles on a plus de recul désormais. Si on discute sur l'aspect chirurgical, avec Olivier notamment, on s'est dit est-ce qu'il y a eu des évolutions sur le côté chirurgical dans les techniques de revalvulation? Alors on a eu cette discussion autour de est-ce qu'il faut enlever l'anévrisme ou pas. Il y a un concept hémodynamique intéressant derrière, on se dit on va diminuer l'espacement, on va améliorer le VD. Le problème c'est que les rythmologues vous disent oui mais quand vous enlevez l'anévrisme, ça fait des cicatrices partout encore dans le ventricule droit et finalement ces cicatrices elles sont encore plus pro-arythmogènes que l'effet bénéfique potentiellement sur la physiologie du ventricule droit. Donc l'étude randomisée qui avait été publiée il y a quelques années n'avait pas donné de résultats significatifs pour évoluer vers ce geste opératoire. Il y a des nouvelles valves aussi sur le plan chirurgical qui se développent, qui sont sur un concept très intéressant en termes de bioengineering, c'est des valves qu'on pourrait faire grandir. C'est-à-dire elles sont faites de telle façon que si on la dilate, elle peut s'expandre. Et donc, au départ, la valve fait 23, et puis avec une valve Sapienne ménia intérieure et post-dilatée, on peut arriver jusqu'à 28-29 mm. Donc ça peut être intéressant dans l'idée de se dire, on va mettre une valve un peu petite, il va y avoir un petit mismatch, par exemple à l'adolescence, et puis en fait, à l'âge adulte, on pourra remettre une valve pulmonaire percutanée en cherchant un bon diamètre. Mais comme toute nouvelle valve, il faut être prudent sur le résultat, et pour l'instant, on voit apparaître déjà des questions sur la durabilité finalement de cette nouvelle valve avec dans cette étude, c'était pas énormément de patients, il y avait peut-être une petite cohorte, mais il y avait 50% des patients qui avaient dû être repris pour des fuites pulmonaires précoces après la mise en place chirurgicale. Donc à chaque fois on se dit la nouvelle valve chirurgicale ça va être bien. À un moment donné c'était aussi la mode de la trifecta. La trifecta, nous, c'est une des valves qui est la plus pourvoyeuse de valve in-valve au KT parce qu'elle dégénère assez vite. Donc pour l'instant finalement la valve, soit c'est l'homogreffe qui est la technique de référence, soit finalement ça reste la valve Carpentier-Edwards qui au niveau chirurgical, me disait Olivier, est la valve qu'ils utilisent en première intention, et c'est ce qu'on fait aussi à Marignane. Donc finalement être très prudent comme toujours sur ces nouveaux substituts valvulaires et d'avoir des preuves avant de les utiliser en pratique courante. Donc on a parlé beaucoup des résultats physiologiques de la revalvulation pulmonaire sur tous ces aspects multiparamétriques des volumes, de la fonction, des BNP, des biomarqueurs. Dans cette méta-analyse que Clément vous a présentée aussi, était indiqué finalement qu'est-ce qu'on retient en termes de risque de la revalvulation pulmonaire, que ce soit percutanée ou chirurgicale. Globalement, on est sur un risque de moins de 1% de mortalité à 30 jours. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire à nos patients. C'est pas une procédure sans risque, mais voilà, c'est une procédure qui est plutôt bien maîtrisée, avec un risque vital faible, mais pas nul. Et quand on regarde la durabilité des valves, globalement, on est sur des taux de revalvulation à 10 ans qui sont de 17%, et globalement la médiane de durabilité des valves, et en fait ça pour l'instant c'est à peu près le vrai pour toutes les valves, plus ou moins, sauf si effectivement il y a un événement comme une endocardite qui va venir diminuer sa durabilité, mais sinon c'est aux alentours de 15 ans. Entre 15 et 17 ans, c'est la médiane de durée de vie d'une valve pulmonaire actuellement, que ce soit avec plus de recul pour les valves chirurgicales. On a parlé beaucoup de physiologie, finalement j'avais gardé une slide dont on n'a pas trop parlé, mais il faut toujours s'intéresser à l'interaction cardio-hépato-rénale finalement, et de regarder la valvulation, ça améliore les paramètres cardiaques certes, mais en fait dans cette étude de la Mayo Clinique publiée récemment, en fait ça améliore aussi et surtout la fonction hépatique et la fonction rénale sur des paramètres relativement simples, hein, un score qui prend en compte la bilirubine et la créate. Et bien tous les patients, même s'ils avaient des défaillances qui étaient même pour des niveaux de défaillance modérés, légères à modérés, étaient améliorés par la revalvulation pulmonaire. Et cette amélioration était toujours significative chez les patients qui avaient une atteinte plus sévère, mais moins nette. Donc un argument peut-être aussi, un autre élément qu'il faudra peut-être prendre en compte dans notre approche multiparamétrique pour savoir quand revalvuler, peut-être aussi regarder l'interaction cardio-hépato-rénale. Et les données cliniques, on va passer vite, mais on commence à avoir on a parlé d'indicateurs beaucoup, donc ça je ne vais pas y revenir, même si... Et c'est fou parce qu'on a l'impression qu'avec Indicator, on avait un peu clos le débat et qu'on disait enfin, on a des données cliniques qui vont nous permettre d'avoir des preuves pour aller vers la valvulation pulmonaire. Et mais malgré ça, les Suisses nous font un registre qui vient de sortir, il n'est même pas encore indexé, il est juste disponible sur PubMed, qui nous disent non, Indicator, il y a plein de biais, c'est pas bon. Nous, on a regardé aussi dans notre cohorte, ils en ont moins de patients, hein, c'est beaucoup plus faible qu'Indicator, c'est rétrospectif, mais le débat n'est pas clos. Nous, on n'a pas vu qu'il y avait des améliorations sur le VD, sur la clinique, sur les troubles du rythme.
etc. Et pour autant, quand vous mettez du matériel, vous avez plus d'endocardite, vous faites des cicatrices atriales, vous avez plus de troubles du rythme. Donc en fait, il ne faut pas l'évaluer. Donc on est toujours sur finalement sur cette hétérogénéité de discussion, mais avec des faibles niveaux de preuve. On a des méta-analyses, mais c'est des méta-analyses de cohorte. On a vraiment des datas qui nous permettent pas d'avoir des attitudes complètement standardisées. Et c'est effectivement le message global, ça sera une approche multiparamétrique qui inclura donc la balance bénéfice-risque pour les patients. Et j'ai bien aimé aussi cette figure, avec d'un côté l'attente, la montre, on va jouer la montre, on va gagner du temps. Et aussi le coût, parce que se rappeler quand même que les valves, en particulier les valves pulmonaires ou une hospitalisation, ça représente un certain coût. Une valve Sapiens, c'est aux alentours de 15 000. Une valve Vénus, c'est aux alentours de plus de 20 000, 25 000. Donc voilà, c'est des budgets qui sont relativement conséquents. Et il faut quand même avoir ça aussi en tête dans les indications, parce que s'il faut les changer tous les 10 ans à ce prix-là, ça fait quand même un budget pour la société qui finalement va contrebalancer. Et quand on parle de résultats, j'aurais bien aimé effectivement aussi, on cherche toujours à regarder maintenant les patient-rated outcomes. Ce qu'on cherche, c'est d'améliorer notre patient pour avoir une bonne qualité de vie pour 80 ans, sans événements, sans endocardite, sans revalvulation. Et finalement, quand on regarde les PRO, on n'a pas de données longitudinales, mais après tétralogie de Fallot, l'élément au-delà des éléments par contre sociaux, qui comptent de façon très importante dans ces PRO pour les patients avec tétralogie de Fallot. Le seul élément qui comptait, c'était d'être en classe fonctionnelle NYHA1, et on a vu que finalement la valvulation améliorait la classe fonctionnelle, donc on espère que la valvulation va permettre d'améliorer les PRO à long terme. En synthèse, voilà ce que dit cet éditorial. Il reprend un petit peu tous les éléments d'hétérogénéité dont on a discuté et qui doivent vous conduire dans votre approche et dans votre décision avec le patient, une approche multiparamétrique, adaptée et tailored approche pour le patient. Je vous remercie de votre attention en espérant qu'éventuellement, dans le futur, des valves pulmonaires biocompatibles, c'est-à-dire ça c'est les travaux de David Kalfa qui essaye de travailler sur des valves qui éventuellement vont grandir toutes seules, vont se développer toutes seules et qui nous permettront peut-être de passer ce cap de cette limite de revalvulation, d'avoir peut-être des valves qui vont pouvoir grandir, on injectera des cellules, elles viendront coloniser un support, et puis, mais bon, on est encore très très loin du compte. Et puis faire un petit mot pour Archid, et si vous êtes intéressé, parce que je ne sais pas s'il y a le son, on va voir, mais non, il n'y a pas le son. Mais en musique, vous pouvez trouver ça sur YouTube. Il adore travailler sur son quête des flots et le jouer en musique au piano avec les anévrismes de la paix, la fuite pulmonaire, etc. Et c'est assez bluffant. Et si vous voulez le voir au printemps du jazz, c'est pour bientôt à la scène musicale. Merci de votre attention.